merci, Josée, d'avoir accepté mon invitation. On va Ça fait prendre les plaisir. prochaines minutes. On va prendre les prochaines minutes pour apprendre à te connaître. Et je te lance tout de suite la première question. Quelles sont les émissions qui ont marqué ton enfance? Les émissions qui ont marqué mon enfance. Moi, je suis de la génération que le samedi matin, on avait beaucoup de dessins animés. Donc, entre autres, et là, ça se peut que je me trompe dans les titres, mais entre autres, Astro le petit robot, Ra-Han. Moi, je m'en souviens, ça, c'était de mémoire, c'était les samedis. Avec ma sœur, on avait un plaisir fou à regarder également la lutte le dimanche. On regardait la OK. lutte, puis après ça, on allait prendre notre douche. On commençait notre journée comme ça. Mais sinon, Ça, là, c'est. Attends, la lutte dans ce temps-là, si je mets dans c'est la l'astro, on parle de WWE. F avec Hulk F, Hogan. Hulk Hogan, Macho Man, avec celui qui avait les cheveux longs, 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 qui était gothique à ce moment-là, dark, quelque chose, mais il était tout habillé en cuir noir, puis il fracassait tout le temps des chaises sur la tête des gens. Donc, oui, une enfance tranquille à la télévision. Mais ça, c'était plus les dimanches. Mais sinon, ma sœur et moi, bon, et en fait, je dis les deux parce qu'on s'installait vraiment devant la télévision. Puis généralement, on mangeait notre déjeuner là, puis on regardait les émissions. Puis après ça, c'était les filles, aller prendre vos douches. Puis après ça, on commençait la journée. Donc, mais vraiment, je me souviens d'Astro le petit robot, les cités d'art. Sinon, plus en soirée, il y avait également les débrouillards. Bon, évidemment, passe-partout. Je suis de cette génération-là, j'ai cet âge-là. Donc, passe-partout, les débrouillards, le club des 100 watts, un petit peu plus vers l'adolescence, Ouattatata, Chambre en ville. Et j'ai eu un plaisir fou parce que pendant la pandémie, ils nous ont repassé tous les Chambres en ville. Moi, j'ai décidé que je les regardais tous à nouveau, même si je Est-ce savais que, l'issue de chaque épisode. est-ce Ouais. que ça a bien vieilli? Ça a tout de même bien vieilli. Par contre, les émissions ont bien vieilli, mais c'est choquant à quel point les sujets qui étaient d'actualité à cette époque-là, malheureusement, sont encore beaucoup trop d'actualité aujourd'hui. Hmm. Et c'est quelque chose qui m'a frappée parce que dans Chambre en ville, entre autres, ils parlent du recyclage, ils parlent du compostage, ils parlent du réchauffement climatique, ils parlent de la violence faite aux femmes, des agressions, les gens qui travaillent en soirée qui peuvent malheureusement subir des attaques quelconques. Puis je me suis dit, mon Dieu, ça a été tourné ça dans les années quoi, 2000 peut-être, même pas, 90. Puis on est en 2022, puis c'est encore malheureusement d'actualité beaucoup trop. Donc, mais c'est certain qu'après ça, c'est intéressant de voir qu'est-ce que les comédiens sont devenus parce qu'il y en a plusieurs qui sont encore dans nos télévisions. Donc oui, beaucoup de plaisir à la télévision. C'est effectivement dommage. Et la petite Josée qui écoutait Astro est maintenant rendue grande. Qu'est-ce que tu fais comme métier? En fait, je travaille chez Ubisoft Divertissement, donc la compagnie qui produit des jeux vidéo, dont les séries Assassin's Creed, Rayman Raven Rabbids, donc également les Lapins Crétins, les Tom Clancy, les Ghost Recon. Et moi, je suis au département des achats. Donc, je suis acheteuse maintenant acheteuse informatique. Donc, j'ai commencé comme technicienne au niveau services généraux. Donc, services généraux, c'est un peu tout ce qui peut être autour de vous, à savoir des bureaux, des chaises, des luminaires, des formations, de la location, d'équipements, de mandater des formateurs pour venir former nos employés. Je m'occupais également du voyage. Donc, j'envoyais les employés à gauche et à droite dans le monde, dans nos différents studios, les conférences, tout ça. Puis depuis 2015, en fait, j'en avais assez un peu. J'avais fait le tour du chapeau côté services généraux. Je trouvais que j'avais plus nécessairement de défis où c'était, disons, du déjà vu. Puis, j'ai manifesté mon intérêt pour l'informatique. Donc, depuis 2015, je suis rendue à acheter en fait tout ce qui est, moi, je m'occupe les data centers d'Ubisoft, donc les centres de données qui sont interconnectés dans le monde. Donc, j'achète le matériel. Autant je contractualise avec les sites, donc avec les centres de données de ce monde. Donc, autant j'ai un chapeau international, donc je peux autant signer des contrats en Amérique du Nord ou en Europe ou en Asie. Donc, c'est la beauté de travailler maintenant je fais partie des achats, mais les achats du siège, et le siège est basé à Paris, à Montreuil-sous-Bois plus précisément. Donc, un beau 15 ans derrière la cravate chez Ubisoft. Cool. Puis Déjà.
As-tu la chance de voyager puis aller voir tes achats ou? Oui, bien, aller voir mes achats, non. Ça a un peu été le running gag dans les 2 dernières années, alors qu'on a fait face à plusieurs contraintes informatiques au niveau de l'approvisionnement. Il y a eu, tout le monde attend peut-être un véhicule. Les gens attendaient des colis qui étaient pris en Asie parce qu'il n'y avait pas de container ou les véhicules en raison des micro-chips. Nous, on attendait également des petites, on les appelle les micro semi-cards, mais il semblerait qu'elles sont également une pièce importante. Elles font partie des pièces des véhicules électriques. Et la pandémie étant, il y a aussi eu un boom du côté de la vente des véhicules électriques. Et là, tout le monde se bataillait pour la même petite carte qui était absolument inexistante. Donc, on a fait, une acheteuse et moi, on a lancé l'idée de dire, on pourrait nous-mêmes aller les chercher. S'il faut, on va voyager. Puis ensuite de ça, on a ouvert dans la dernière année plusieurs nouveaux data centers. Puis, ce n'est pas nécessairement des employés d'Ubisoft qui sont présents 24/7 là. On est vraiment hébergés ailleurs. Donc, on s'est dit, non, non, mais nous, on va y aller à X et à Y endroits pour aller réceptionner la marchandise, s'assurer que ça fit avec le bon de commande, s'assurer que ce que nous, on a négocié, c'est bel et bien ce qui a été livré. Malheureusement, ça n'a pas encore été reçu comme idée, mais on a encore, je pense, c'est 8 data centers dans les 2 prochaines années qu'on aimerait peut-être ouvrir. Donc, on continue à marteler le point. Qui sait, ils vont peut-être dire oui un jour. Mais sinon, pour répondre à ta question, j'ai quand même la chance de voyager vu mon management en France. Mes boss sont là-bas. Donc, automatiquement, avant la pandémie, j'étais pas mal en déplacement aux 3, 6 mois, des fois plus. Donc, quand les spectateurs de la Limbo ou vous ne m'avez pas vu derrière le bistrot, c'était plus souvent qu'autrement, c'était parce que j'étais à l'étranger. Ouais, ça, c'est plate, ça, de devoir aller à Paris 2 à 4 fois par Dommage. année. Eh là là, c'est dommage. Puis en plus, j'y allais au niveau personnel. Donc, ça, il y avait les voyages corporatifs. Mais en plus, j'allais voir les amis parce qu'avec les allers-retours, à un moment donné, tes collègues deviennent des amis. Puis, je dirais même qu'à la limite, j'ai plus d'amis en France qu'au Québec à ce jour. OK. Quand même étrange. Étrange, mais ça Ben, s'explique. oui, exactement. Ça s'explique. Tout à fait. Tout à fait. Et tu l'as dit, tu es au bar à la Limbo. Oui. En fait, quel a été ton contact avec l'improvisation? Mon contact avec l'improvisation vient de mon beau-frère. Donc, en fait, pour ceux et celles qui ne le savent pas, Thierry Lessard, donc le joueur-entraîneur cette année des Mauves, il ne faut pas que je me trompe. Donc, c'est mon beau-frère, mari de ma sœur. Et en discutant, il nous avait laissé entendre qu'il pratiquait la limbo, donc l'improvisation au sein de la limbo à Boisbriand. Et c'est comme ça que toute la famille, on a commencé à être à la place des spectateurs que je sers tous les dimanches. Donc, d'être dans la salle à regarder le spectacle. Puis à ce moment-là, c'était Guy, qui était derrière le bistrot, qui gérait le bistrot à ce moment-là. Puis de ce que je me souviens, ça faisait déjà plusieurs années qu'il le faisait. Puis il voulait prendre sa retraite, si je peux m'exprimer ainsi. Puis moi, j'ai eu vent de ça, puis je me suis dit, je pourrais meubler tous mes dimanches en assistant à ce spectacle-là, en remplaçant Guy. Puis moi, j'aimais ça. Puis, disons, c'est par la force des choses. Donc, par la force des choses, j'ai fait les derniers matchs avec lui. Puis par la suite, moi, j'ai pris les rênes du bistrot. Puis depuis, je suis avec vous. Et quand tu n'es pas à la Limbo, qu'est-ce que tu fais Oui, comme passe-temps? Quand tu n'es pas à la Limbo et que tu ne voyages pas à Paris, oui. qu'est-ce que tu Travailler, fais c'est pas comme un passe-temps? passe-temps. Travailler, c'est pas un passe-temps. Non? OK. Pour certains, Donc, oui. Pour certains, oui. trop longtemps, malheureusement, à côté de Wordcolic, il y avait mon nom. Mais sinon, j'aime beaucoup, j'aime lire. Malheureusement, il y a plusieurs années, j'ai eu un accident qui m'a immobilisée quand même pendant plusieurs mois, donc j'ai appris à tricoter. Donc oui, à mon âge, je tricote, je tricote des lavettes, mais j'aime aussi en faire. Ça me sort de ma tête, on va dire ça comme ça. Puis c'est aussi quelque chose que tu ne peux pas beaucoup. Tu ne peux pas stresser, tu ne peux pas t'énerver, tu ne peux pas demander à la lavette ou à tes mains d'aller plus vite. Quoique je me suis déjà fait une tendinite parce que je tricotais trop. OK. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, mais l'hiver, j'avais l'habitude d'aller faire de la planche à neige. Donc ça, j'aimais ça aussi beaucoup. J'ai eu une passe que je faisais de l'escalade.
En ce moment, je dirais qu'avec avec la pandémie, malheureusement, je suis quand même assez tranquille, assez dans ma maison, tranquille, à faire les choses. Et ma sortie, c'est pas mal de venir vous voir les dimanches puis de venir servir nos spectateurs. Donc, mais c'est certain que l'été va arriver, d'éventuellement retourner en présentiel au travail. Bien là, ça va être de revoir tous les collègues, les amis, de profiter des terrasses, d'aller prendre un verre dans un endroit animé ou quoi que ce soit, ou d'aller se payer une bonne bouffe. Ça aussi, j'aime ça. Donc ouais. OK. Donc, tu travailles chez Ubisoft, mais Oui. tu ne joues pas à des jeux vidéo. En fait, j'ai tout récemment commencé à jouer. Donc, en fait, OK. moi, je me souviens, tout à l'heure, tu parlais de quelles émissions ont bercé ma jeunesse. Ben, moi, je me souviens d'un cadeau qu'on avait reçu. C'est un cadeau commun que ma sœur et moi, on avait reçu. C'était un Master System Sega. Donc, c'était la machine qui était vraiment la grosse machine. On avait le fusil, on avait le joystick, on avait des manettes. On avait reçu ça à Noël. Et mes parents trouvaient que la musique, c'était tout le temps une musique de succès. Puis jusqu'à temps qu'il arrive dans le salon, puis qu'il voit que ma sœur et moi, on avait vraiment le fusil. En fait, on jouait, il fallait qu'on tue des animaux. Il y avait la télévision. Et nous, on était collés le fusil dans la télévision, puis on faisait juste suivre l'oiseau qui se promenait jusqu'à temps qu'ils nous disent les filles reculer. Donc, ma sœur et moi, on n'a pas été élevés avec les Nintendo, le Nintendo 64 ou la Xbox, la PlayStation, tout ça. Moi, j'ai rien eu de ça. Et je m'en plains pas, sincèrement, je m'en plains pas du tout. On était les deux des sportives. J'ai joué des années au soccer, donc j'étais plutôt à l'extérieur. Je n'étais pas sur une console ni sur PC. Et c'est tout récemment, en fait, avec la COVID, avec la pandémie, à un moment donné, tu ne peux plus nécessairement faire des voyages. Donc, tu es rendu que tu te connectes sur Internet avec tes amis en France qui jouent à des jeux vidéo via Discord. Donc, ils te streament leurs jeux. Tu commences à dire, ah, c'est le fun, tout ça. Puis finalement, ben, tu finis que tu as un Star Citizen qui s'est installé sur une machine de ton ami en France dans son salon. Puis que toi, tu te connectes via Parsec à sa machine, mais le jeu n'est pas officiellement sorti. Donc, c'est un jeu qui est comme en constante évolution, en version bêta, qui est les potentiels joueurs, ou du moins ceux qui jouent en ce moment, investissent de l'argent, puis eux autres, ils prennent cet argent-là pour justement continuer à développer tout ça. Peut-être qu'un jour, le jeu sortira officiellement. Mais c'est ça, avec pandémie, on s'est mis à jouer en ligne à Among Us. J'ai commencé à jouer à Sea of Thieves. Tout ça sur PC. Là, maintenant, Star Citizen, qui est un jeu qui n'est pas sorti. On est en train d'essayer de m'initier à Ark. Non. Oui, Ark. Survival Evolve. Bon, OK. j'ai de la misère à mettre un pied devant l'autre dans le jeu. Pas certaine que ça va aller loin, mon affaire, mais j'ai les accès. Donc oui, ça me fait bien sourire. Cordonnier mal chaussé, je travaille chez Ubisoft, mais pour moi, on pourrait me mettre à une compagnie X ou Y. Par moment, j'oublie où est-ce que je travaille, puis il y a plein de gens qui me le rappellent en disant « Ah oui, tu travailles chez Ubisoft, wow! » Puis tu fais « Ah oui, 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 je travaille chez Ubisoft, oui, oui. » Donc, mon quotidien ne fait pas parce que j'achète, je ne suis pas en lien direct avec les jeux. C'est certain que quand on était en présentiel dans les locaux, bien oui, tu te promènes, puis tu te promènes sur le plancher des développeurs, où est-ce que tous les développeurs de Far Cry ou d'Assassin's Creed, qui sont deux marques, deux licences qui sont développées à Montréal. Donc, c'est certain que quand après ça, tu entends des gens dire qu'ils adorent ces jeux-là, bien, il y a une fierté de dire, oui, je travaille pour la boîte, les développeurs sont montréalais, tout ça. Puis, voilà. Et dernière question, si tu avais organisé tes voyages de rêve, on sort de la pandémie puis on ne met Oui. pas de limite monétaire, mais quels seraient tes voyages de rêve? Ton voyage de rêve. En fait, tes vacances de rêve. Je vais finir par le dire comme il faut. Oui, mes vacances de rêve, ça serait vraiment partir peut-être avec une première destination fixe, mais après ça, pas nécessairement en avoir. Ça a donné que dans mes études, lors de mon passage au cégep, bien, du moins si on recommence au secondaire, ma matière faible, c'était l'histoire. Ça ne rentrait pas.
OK, Jacques Cartier, OK, Christophe Colomb, OK, les dates. À un moment donné, dans ma tête, ça faisait ça. Encore à ce jour, il faut vraiment que j'y pense. Puis on ne posera pas de questions parce que là, sous le stress de la caméra, je risque de me tromper, mais c'était mêlé. J'ai eu la chance au cégep de convertir un cours d'histoire en voyage Grèce-Italie-France. Un 28 jours. On partait 30 au total. On avait un professeur, donc j'avais 29 frères et sœurs, disant ça comme ça, parce qu'on était vraiment les uns sur les autres pendant tout ce temps-là. Et j'ai fait mon cours de la civilisation, histoire de la civilisation occidentale à l'étranger, donc dans ces 3 pays-là. J'ai eu 98 si ma mémoire est bonne. Pas parce que je me souviens qu'est-ce que l'histoire de la civilisation occidentale. Non, Josée, elle se faisait dire, tu remplis ceci, tu fais cela. Moi, j'exécute. Moi, je fais les choses. Parfait. On me demande de mettre de la couleur dans mon cahier. On me demande de colorier, parce qu'on était à ce niveau-là, de colorier une carte en mettant les dates puis tout ça. Mais moi, c'était parfait, mon cahier. Mais si tu me demandes de te résumer l'histoire de la civilisation occidentale, ben, je vais te dire que j'ai vu Carcassonne, j'ai vu le pont d'Avignon, j'ai vu le pont du Gard. Je vais te résumer mon voyage, qui est aucunement l'histoire de la civilisation occidentale. Donc, ça m'a donné la piqûre des voyages, de la découverte des différentes cultures. Moi, je me plais à dire que j'ai quand même une mentalité assez ouverte. Je me dis, pour faire ce monde-là, il faut tout le monde, plusieurs cultures, des cultures différentes. C'est certain que oui, tout le monde doit bien se marier ensemble, on va dire les vraies choses. Donc, je partirais avec une destination, une première destination, mais plus avec un désir d'essayer d'un peu toucher à tous les continents, d'aller voir, d'aller prendre un peu de chaque culture, puis de le mettre dans mon bagage, dans mon coffre d'outils, comme mon père nous disait si bien, mais vraiment dans mon bagage, dans mon coffre d'outils pour être une meilleure personne, pour découvrir le monde. J'ai quand même fait des études en tourisme. Donc, peut-être commencer par des petites vacances, ça pourrait faire du bien. Donc, j'ai toujours voulu aller à Hawaï. J'aimerais ça, peut-être commencer par Hawaï, puis après ça, faire le tour. Je sortirais sûrement un de mes cahiers que j'ai encore. Je le sais dans des boîtes sur les différents attraits touristiques, quoi voir dans le monde. Je me souviens que j'avais eu un plaisir fou à faire ce cours-là au cégep, d'apprendre sur chaque attrait touristique, où est-ce que c'est son histoire, comment c'est arrivé à devenir un attrait touristique, parce que des fois, pour les Français, la Tour Eiffel, ben, c'est la Tour Eiffel. Pour José, la Tour Eiffel, c'est rendu la Tour Eiffel bien normale, mais pour des gens qui ne l'ont jamais vue, c'est wow! Mais nous, on se déplace encore pour aller voir un Taj Mahal, mais les gens qui habitent là-bas, on s'entend que c'est rendu la même chose que nous, notre stade olympique. C'est rendu, ça fait partie du décor. Donc, c'est certain que rapidement, une grande muraille de Chine, j'aimerais savoir l'ampleur de cet attrait-là. Le Taj Mahal, ça c'est quasi un incontournable. Bon, là, c'est peut-être pas nécessairement le bon moment d'y aller, mais la place rouge, je crois. Cette image-là en Russie de la place rouge m'a toujours impressionné les grosses bulles, les toits qui sont en bulles, comme en gouttes. Ça m'a toujours impressionné. Bon, je pense que je vais remettre à plus tard cet arrêt-là. Mais vraiment, là, je pense que mon voyage idéal, ça serait de partir sans savoir quand est-ce que je reviens. Je reviendrai, mais je partirais vraiment, moi, un billet autour du monde avec une première destination, puis dans le PDK, tu dois être là telle date, puis tu dois être là pour ton billet de retour à telle date, puis arrange-toi pour te promener. Moi, j'aime ça. J'aime ça, avancer sans trop savoir où je serai le lendemain. Cool, bien, on va te le souhaiter, mais entre 2 saisons de la Limo, qu'on puisse continuer à boire tout à fait. Derrière le bar. Merci beaucoup, Josée, d'avoir accepté l'invitation. C'était très agréable. D'apprendre à te connaître. Ben, et ben, si on a d'autres questions, on peut te voir justement à la Limbo et les suivre dimanches. Exactement. Le calendrier. Tout à fait. D'accord, merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir.